Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, nous allons parler d'un film qui fête ses 30 ans, sorti en 1995, Basketball Diaries, réalisé par Scott Calvert, l'un de ses deux seuls longs métrages, son premier d'ailleurs, pour un monsieur qui depuis nous a quittés, et l'un des premiers rôles de monsieur Leonardo DiCaprio, après Gilbert Grape, par exemple, la même année sera dans Rimbaud Verlaine, où il jouera une autre forme de poète, parce qu'ici, c'est l'adaptation de l'autobiographie de quelqu'un qui a beaucoup écrit, Jim Carroll, qui depuis malheureusement est parti, et Leonardo DiCaprio interprète ce personnage durant son adolescence. À ses côtés, nous avons Lauren Bracco, qui joue la mère, et qui sera ensuite dans la série Les Sopranos, comme Michael Imperioli, que l'on voit au début, voilà. Il y a, sinon, on le reconnaît très vite, Mark Wahlberg, James Madio ou encore Patrick McGough, qui interprètent les amis de Jim Carroll, donc du personnage de Léo. Ernie Hudson aussi, présent, dans un rôle très important, même si on le voit vraiment qu'à 2 reprises dans le film. Tandis qu'il y a aussi Juliette Lewis, qui avait partagé l'affiche avec DiCaprio dans Gilbert Grape. Donc vous voyez, on est un peu dans un univers où pas mal de choses se recoupent. Et Basketball Diaries, c'est une découverte pour moi, parce que j'avais failli le voir, j'avais vu le trailer à l'époque sur Canal+, mais finalement j'avais jamais franchi le pas. Peut-être que ça me paraissait trop pesant pour moi à l'adolescence, bien que l'année d'après j'ai vu Sleepers. Il y a d'ailleurs des parallèles qu'on peut faire dans la toute première partie du film entre ces deux œuvres. Et donc c'est l'histoire vraie, dans les années 60, de ce jeune homme, Jim Carroll, qui est passionné de basketball, qui fait les 400 coups avec ses potes, certes, mais qui aspire à devenir un grand joueur. Sauf que malheureusement, le destin va lui faire vivre autre chose. Tout simplement, il va sombrer dans la drogue suite au décès de son meilleur ami atteint d'une leucémie. Et Jim va avoir du mal à trouver de l'aide, que ce soit du côté déjà de l'église catholique. On va très vite revenir sur ce point, parce qu'il est dans une église, dans une école privée, dans cette religion, etc. Mais bon, le ton est donné très rapidement. Du côté de sa mère, c'est pas évident, et puis ses potes, c'est difficile. Finalement, la seule personne qui va lui tendre la main, c'est le personnage Ernie Hudson. Et après, il y a cette attache à l'art, à l'écriture, puisque Basketball Diaries, ça veut dire ce que ça veut dire. Il écrit un journal intime, etc. Et le monsieur, après, vivra et survivra grâce à son art. Même si là, on n'est pas encore dans cette potentielle rédemption. C'est une œuvre assez sombre, qui va être très dure, une sorte de teenage movie déprimé et film sur la drogue, où Leonardo DiCaprio montre évidemment son grand talent, comme il a pu le montrer dans pas mal de métrages déjà à l'époque, avant Titanic. Et c'est une belle découverte. C'est un film qui évidemment joue beaucoup sur l'esthétique de cette sensation de perdre pied, notamment quand on a pris donc, de l'héroïne, parce que là c'est vraiment, en plus c'est la pire des drogues, dans le sens où à la première prise, après tu peux plus en décrocher, sans aide évidemment, ou sans sevrage très violent. Il y a une scène de sevrage vers la dernière partie du film, qui est assez difficile, mais bon, voilà. Donc on a des moments où, quand il est sous substance, il vit des choses. Et c'est là où j'ai trouvé qu'il y a un parti pris particulier, parce que certes on est dans les années 60, le côté reconstitution est là, mais pas si appuyé, comme s'il y avait une forme d'intemporalité à travers donc cette prise de drogue-là, et l'idée que beaucoup de jeunes, depuis cette époque-là, et jusque dans les années 90 et après, ont subi les affres de la toxicomanie parce qu'on les a laissés de côté, ou parce qu'ils ont vécu des drames et on n'a pas pu vraiment les aider à se relever. Tant et si bien que sur certaines scènes du film, où ça part un peu dans l'expérimental, sans que ça soit trop appuyé, mais quand même, on sort du temps. Par exemple, il y a un moment très marquant, selon moi, où il s'imagine faire une tuerie dans l'école. Il va y avoir un reflet avec Columbine, nous, a posteriori, on l'a, évidemment, la référence. Mais moi, j'ai pensé à Terminator. Quoi qu'il arrive, la façon dont ça se produit sous nos yeux, c'est pas du tout cohérent avec l'esprit années 60. Mais c'est pas grave. On transcende un petit peu ici l'univers temporel, et je trouve que c'est passionnant sur cette idée. Donc oui, sur l'aspect reconstitution, il y a peut-être des choses à redire. Bon, on est vraiment dans les années 60, on pourrait douter par moment, mais
il y a des choses qui ne trompent pas, notamment quand on évoque le joueur de basketball Wilt Chamberlain, et peut-être d'autres petits détails, mais on est dans ce New York-là qui intemporellement, de toute façon, transcende les époques dans la souffrance que certaines personnes ont pu vivre, ces jeunes-là, mais aussi d'autres avant. C'est pour ça que le personnage d'Ernie Hudson est très intéressant et passionnant, même s'il est finalement peu intégré et approfondi. Ça suffit pour en comprendre, on va dire, oui, on va dire, la force qu'il possède. Au début, c'est juste un pote avec qui il joue au basket, mais derrière, ça sera bien plus. Et je me suis amusé en voyant ce film à l'inscrire dans cette vague des années 90. On est en plein dedans. Donc tu as aussi des références pop culture. Je parlais de Terminator, mais dès le début, alors après cette première scène assez intéressante, il y a quelque chose qui m'a clairement rappelé le cercle des poètes disparus quand il prend une bastonnade aux fesses, là, avec l'objet qui tape, là. Hein. Et même dans le regard ou dans les figurants des élèves pendant qu'il se fait taper, il y en a un qui est roux et qui me rappelle vraiment un des personnages de Cercle des Poètes Disparus. C'est presque le même uniforme. Bon, c'est des détails comme ça, mais sur le moment, je me suis amusé et j'ai souri. Il faut quand même rappeler l'idée que c'est 6 ans après le Cercle des Poètes Disparus et ça a marqué un petit peu à l'époque ces films avec l'adolescence qui cherche autre chose, notamment par l'art, ici la littérature, bien qu'on en sorte un peu. Au moment, il se fait quand même citer... surnommé Shakespeare et il jouera dans Roméo et Juliette peu après. Bon, toujours comme ça, les va-et-vient amusants qu'on peut s'amuser à voir, surtout après coup, hein, parce qu'à l'époque, forcément, Roméo et Juliette, on ne savait pas trop qu'il allait interpréter Roméo dans le film de Baz Luhrmann, l'ami Léo. Et après, ça déroule dans des habituels stéréotypes, si vous voulez. Ça peut être un peu misérabiliste et pathos sans vraiment l'être. Bon, il y a l'écriture qui fait que, et c'est probablement adapté de la vie réelle à 100%. Enfin, je ne sais pas s'il y a eu des libertés prises, mais ce qu'il a vécu, il l'a vécu, et on comprend pourquoi il tombe. Mais il y a cette idée aussi de, en filigrane, montrer un contexte, presque de toute façon, là aussi, diffusé à travers le temps, que l'Amérique a tendance à ne pas épauler certaines personnes qui souffrent et qui tombent, notamment les plus jeunes. L'Amérique au sens large, liée à la foi, alors ici c'est catholique, c'est pas WASP protestant, parce que il va dans cette école privée, tout ça. Première scène de Ton et Nonné, il y a cette voisine qui est un peu une folle de Dieu, qui profère des insultes, qui réveille notre personnage principal, qui s'est émancipé très vite de la foi et de la croyance, sur un dialogue, enfin un monologue qu'il fait, parce qu'on a sa voix off forcément, où il dit qu'il avait invité Dieu chez lui mais qu'il n'est jamais venu, bon c'est très drôle, il se fait taper derrière par le prof prêtre, etc. Et plus tard dans une scène de confessionnal, il se fera tout simplement éjecter sans avoir le pardon nécessaire des péchés quand il dira qu'il est addict à la drogue. Et puis après la drogue et la prostitution, il y a plein d'échos comme ça qui sont très malsains, hein. Il y a aussi l'entraîneur de l'équipe de basket qui à un moment, il y a un petit côté... comment dirais-je, quiproquo, mais pas si quiproquo que ça, vu ce qui se passera malheureusement après pour le personnage principal. La mère qui refuse d'aider à un moment, il y a beaucoup de dureté là derrière, mais l'idée c'est qu'il doit s'aider lui-même. Il doit prendre aussi, on va dire, des coups, dans tous les sens du terme, pour pouvoir ensuite revenir. C'est pour ça qu'il y a, certains pourraient être déçus, je pense, pas trop d'accroche sur le fait que l'art l'a sauvé, et ce n'est vers la fin. Même si le fait d'écrire comme ça peut aider aussi. Mais c'est vrai que là, on a vraiment la descente aux enfers et des moments difficiles. Des moments aussi où il y a la jeunesse qui se passe, quoi. C'est pour ça que j'ai beaucoup pensé à Sleepers au début, quand même. Surtout que ça se passe à peu près dans un même coin à New York, mais pas à la même époque, hein. Avec l'église catholique aussi. Donc il y a des petits ponts comme ça qu'on peut faire, mais bon, Davidson était en train de préparer son film au moment où il est sorti, celui-ci, donc aucun lien, évidemment. C'est des tropes de l'Amérique, en fait, au final, hein. Et c'est intéressant de sentir cela. Puis cette petite bande, elle est sympathique, avec Mark Wahlberg qui en impose aussi, évidemment, mais bon, tous les projecteurs sont braqués sur Leonardo DiCaprio, qui a été un immense talent très tôt, très jeune. Là, il avait 19 ans à peu près, mais il a continué après à être très bon, hein, évidemment. Il y a quelque chose dans son jeu qui fait que, déjà là, bon, Gilbert Grape, c'était remarquable, ce qu'il faisait déjà l'année d'avant, en fait, hein. Bon, il y a eu aussi Blessure secrète, avant encore. À chaque fois, on sent que ce sera une grande star, et il l'est déjà, ici.
par procuration. Donc ça c'est toujours fascinant et c'est très intéressant à voir. Je pense que je verrai Rimbaud Verlaine d'Agnieszka Holland plus tard cette année, parce qu'il est sorti la même année, mais je crois que celui-ci est sorti avant en France, tandis qu'aux États-Unis c'est l'inverse. Bon. Et puis la musique, évidemment, l'importance de la musique, puisque Jim Carroll a été musicien avant tout, après coup, mais avant tout. Et on entend un petit peu de ses œuvres en fond. On entend aussi de Cult ou du Soundgarden, hein, Chris Cornell aussi, qui nous a quittés, lui, plus par dépression, hein, malheureusement. Aussi l'idée de cette souffrance globale aussi de ceux qui sont ou deviendront artistes. Quelque part, c'est un peu lié aussi sur ces destins, souvent. Et il y a même un morceau, évidemment, de The Doors. Pas forcément faire dans le cliché, mais quand même, vous voyez l'idée. Ben, c'est vraiment les années 90 qui répercutent sur ces années 70-60, là. C'est assez fascinant à l'époque, et ça donnait quelques films marquants, comme celui-ci, que je découvre peut-être un peu tard, mais qui fait vraiment le taf. Après, on peut toujours reprocher certaines choses, dans l'écriture peut-être, plus que dans la mise en scène en tant que telle, mais c'est assez rythmé, et franchement, on prend corps avec ce terrible destin, dont on savait qu'il allait s'en sortir, parce que le personnage Jim Carroll était connu et il était toujours là. Mais bon, depuis, malheureusement, il est mort d'une maladie, hein, je crois. Bref, bon, le réalisateur, lui, apparemment, aurait mis fin à ses jours. Il y a un drôle de destin autour de ce film, quand même, quand on y pense. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film. Est-ce que c'est une œuvre culte pour vous, Basketball Diaries? Je sais que c'était un film assez important dans l'univers DiCaprio pour l'ami Peggy. Voilà, à qui je pense toujours, hein, puisqu'elle nous a quittés, mais elle est toujours là, à travers aussi ces œuvres dont elle m'avait parlé en off, et enfin je l'ai découvert. Voilà. J'aurais aimé en parler avec elle, hein, quelque part j'aurais peut-être prévu cela, mais bon, en tout cas, un film est un film, il existe, on en parle, et il continue d'exister à travers nos discussions et nos échanges. C'est pour ça que je compte sur vous en commentaire, donc, pour débattre, dialoguer, échanger sur une œuvre, d'ailleurs, qui, paradoxe et anecdote, a été intitulée Chute libre au Québec, alors que nous, on a eu Chute libre, Falling Down, de Joel Schumacher en 93, qui était appelé autrement. Donc là-bas, un petit parallèle comme ça, ne vous trompez pas si vous cherchez Chute libre et que vous déménagez de la France au Québec. Hein, pensez plutôt donc au titre original, puisque finalement on a gardé le même, hein, à un mot près, en français. Bref, à vous la parole, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao!